Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dans les années 90 et 2000, la France et les USA avaient délivré, à plusieurs reprises d'ailleurs, une sorte de satisfecit au régime algérien, aux généraux putschistes surtout, les encensant pour leur grande expertise dans la lutte antiterroriste. Dans la triste réalité, la France, comme les USA, savait ce qu'était que cette remarquable expertise. En fait, juste des enlèvements, des carnages de populations civiles, des exécutions sommaires, la pratique de la torture à une échelle quasi industrielle dans tous les commissariats, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les casernes et dans d'autres locaux du DRS. Mais il fallait voler au secours des généraux montrés du doigt pour leurs crimes de guerre et leurs crimes contre l'humanité. Il fallait donc les faire passer pour le rempart contre le terrorisme. Et ces deux pays occidentaux, alliés intimes des généraux putschistes, ont donc couvert leurs protégés. Cette fois-ci, même si les objectifs ne sont pas les mêmes, si la situation et le contexte ne sont plus les mêmes, le président français reste dans les mêmes postures, quand il appelle à une coopération bilatérale approfondie, nous dit-il, entre l'Algérie et la France en matière de lutte contre le terrorisme. Une façon, comme une autre, aussi diplomatique qu'elle est habile, de faire passer le régime ami, le régime protégé, le régime vassal, pour un État qui maîtrise la situation, qui la maîtrise tellement bien qu'il peut même se permettre de coopérer à l'international contre la nébuleuse terroriste. N'a-t-il pas vaincu le terrorisme chez lui? N'y a-t-il pas mis fin en 2 temps, 3 mouvements? Un peu comme un arbitre de football qui siffle la fin de la partie, après un quart de million de morts? Mais la réalité algérienne est tout autre. Une embarcation qui fait eau de toutes parts et que son équipage commence à fuir, corps et biens, à l'insu des passagers bien sûr, qui croient toujours qu'ils continuent de voguer vers le meilleur, comme on le leur répète en boucle. La sinistrose est telle, pourtant, que plus rien ne choque dans le pays. Ni les chiffres alarmants, ni les scandales à répétition, ni la sourde colère qui gronde dans le pays profond, ni la malvie de millions de gens qui ne parviennent même plus à joindre les deux bouts. Qu'importe, tout passe et tout est avalé en ces temps de propagande primaire. Tant que ceux qui trouvent leur compte avec ce régime, des couches relativement larges, peut-être 20 à 30% de la population, qui parviennent un tant soit peu, et chacun plus ou moins, à vivre mieux que les autres, à consommer, à rouler carrosse, à pouvoir se payer des vacances en Tunisie ou en Turquie, à s'offrir une Umrah par-ci, un Hajj par-là, à se payer un mariage doré sur tranche. Anesthésie générale donc. Ceux qui pourraient protester sont encore comme des cocons pâtes, et ceux qui sont dans la misère sont trop dispersés, trop bâillonnés pour pouvoir exprimer leur ras-le-bol. Pourtant, un rapport de la gendarmerie nationale, très inhabituel dans le ton qu'il adopte, vient de jeter un froid sur la scène publique. Il évoque, de façon crue, un malaise social particulièrement alarmant et précise que les protestations de la rue portent sur des revendications
exclusivement social. Puisque les Algériens ne savent plus contester politiquement. Puisqu'on a fait en sorte qu'ils ne puissent plus rallier une quelconque force. Les seules forces en présence sont au râtelier ou alors neutralisées. Le rapport de gendarmerie fait état de centaines d'émeutes sur la voie publique qui se produisent de façon sporadique et disséminée, mais qui indiquent clairement un ras-le-bol généralisé, particulièrement dans les wilayats les plus défavorisés. Dans le même temps, en Belgique, après un attentat terroriste commis par un Algérien sur une policière d'origine algérienne et une accusation des autorités belges contre les autorités algériennes auxquelles elles reprochent un manque de coopération en matière d'immigration clandestine, nous apprenons par la bouche même de l'ambassadeur algérien dans ce pays que ces services ont coopéré avec les services de sécurité belges pour l'expulsion, tenez-vous bien, pour l'expulsion vers l'Algérie de 155 Algériens immigrés clandestinement dans la minuscule Belgique en 2015. 155 expulsions. Un nombre qui aurait choqué partout ailleurs, mais pas en Algérie, où commence à se former un véritable bot people, où les haragas se comptent en milliers désormais, ou en dizaines de milliers, parmi lesquels figurent des fonctionnaires, des femmes accompagnées de leurs enfants et autres. Et c'est à ce régime qui a mené le pays à cette situation que le président François Hollande demande de collaborer à la lutte antiterroriste. Un régime dont le pays va à volo, où se commettent des centaines d'enlèvements d'enfants par an, où le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde, où les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté se comptent en millions, où le pillage des richesses par la nomenclatura est devenu une pratique tout à fait honorable, puisque plus personne ne s'en cache, où les citoyens qui peuvent se le permettre se rendent en centaines de milliers en Tunisie pour y passer quelques jours de vacances. Nous sommes dans un pays que le FMI a mis dans ses marges rouges, que la Banque mondiale vient de signaler dans un rapport particulièrement alarmant. Un pays où les jeux semblent être faits et dont tout un chacun attend l'inéluctable effondrement. Excusez du peu, à Dieu ne plaise. Et les dirigeants, avant tout le monde, savent que l'effondrement est imminent, puisqu'ils mettent tous, les bouchées doubles pour exfiltrer le plus possible d'argent qu'ils volent aux Algériens le plus loin possible, là où ils pourraient en profiter tranquillou quand le résultat de leur catastrophique gestion du pays accouchera de la tragédie annoncée. Aujourd'hui. TSA. Lutte antiterroriste, François Hollande veut plus de coopération avec l'Algérie, par Riyad Hamadi. Al-Watan. Troubles sociaux, la gendarmerie nationale donne l'alerte, par Idir Nadir. Al-Watan. 155 Algériens expulsés de Belgique en 2015. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Yassine Mahibahi, médecin et analyste politique. Ahsen Moussi, économiste, qui nous parlera depuis Montréal, tandis que Yassine Mahibahi nous parlera depuis Paris. Et de Ain Saleh, Mohamed Zegzeg, militant connu, lui et son épouse, pour s'être très fortement mobilisés pendant la campagne anti-gaz de schiste. Yassine Mahibahi, merci d'être avec nous. Maldine, et merci aux invités et bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs de Al-Arabia. Yassine Mahibahi, alors donc François Hollande lance un appel au régime algérien de coopérer avec la France contre le terrorisme
Et on se laisse aller. Bon, dans les années 90 et 2000, on comprend qu'ils voulaient donc montrer les dirigeants algériens sous leur jour le plus favorable, de grands experts. Mais là, en l'occurrence, dans la situation où se trouve le pays, est-ce que vous pensez que l'Algérie peut être utile en quoi que ce soit, dans quoi que ce soit? Malheureusement, non. Je dirais que le président François Hollande, il a envoyé une lettre à son homologue, le président Bouteflika, en disant qu'il souhaiterait une coopération en matière de lutte antiterroriste. Alors, ce qui est un peu frappant, c'est que d'abord, la nébuleuse terroriste dans ces années, enfin, ces derniers mois qui touchent particulièrement la France, a pris une autre dimension qui a un lien étroit avec la guerre qui se passe en Syrie, les enjeux géostratégiques. Et puis, le président Hollande sait très bien que le président algérien est dans un état de santé extrêmement faible et qu'à aucun moment il ne peut prendre de décision en ce genre de situation. Et puis, nous assistons malheureusement depuis les dernières attaques en Belgique, puis ce qui s'est passé en France, une véritable chasse aux Algériens, une chasse à l'algérienne, et que l'Algérie, avec tous les problèmes sociaux que vit, surtout quand on a aujourd'hui un rapport qui a été établi par les services de la gendarmerie nationale en disant que la situation sociale est alarmante et qu'il y a une peur d'une véritable implosion parce qu'il y a des problèmes sociaux en Algérie. Donc je pense que l'Algérie a eu un passé douloureux et elle a géré tant bien que mal cette période de la lutte, enfin cette période de guerre civile et de terreur et de massacre qu'on a vécu pendant une décennie noire, que l'Algérie aujourd'hui ne peut en aucun cas se permettre de porter aide à la France parce que tout simplement parce que ce qui se passe en France c'est un rapport avec les autorités, c'est un rapport avec la politique française. Ça, c'est les politiques français qui doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas du tout à l'État algérien. L'État algérien, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui, nous vivons dans une situation économique extrêmement difficile en Algérie. Nous vivons dans une situation sociale aussi très difficile qui fait que le régime algérien déjà est très instable et très faible et qui ne peut pas malheureusement coopérer à la défense. Yassine Mahibey, comment dire, au moment où François Hollande demande à l'Algérie de coopérer dans la lutte antiterroriste, les autorités belges, dans le même temps, accusent les autorités algériennes de ne pas collaborer, de ne pas participer au rapatriement des clandestins algériens qui se trouvent en Belgique. Et l'ambassadeur répond que non, ils ont collaboré puisqu'ils ont aidé au rapatriement de 155 Algériens en 2015, l'année passée. Or, moi, ce que j'aimerais comprendre, pour ce qui est de l'attitude des autorités françaises, est-ce qu'elles ne comprennent pas qu'au rythme où nous allons en Algérie, au stade où nous allons de totale déliquescence, le pays est en train de partir en vrille, est-ce qu'ils ne comprennent pas que le nombre des Harraga qui aujourd'hui a atteint des dizaines de milliers qui ont mis le pied en Europe, hein, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas pu y arriver, que si jamais il y a un effondrement en Algérie, ce seront des centaines de milliers d'Algériens qui iront tout naturellement en France. Est-ce que les autorités françaises, qui ont tellement peur de l'immigration clandestine, de l'immigration forcée, est-ce qu'ils n'ont pas peur que ça leur retombe sur la tête, ce soutien inconditionnel, ce soutien qu'on ne comprend pas à un régime illégitime? Écoutez, honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'on essaie de chercher un bouc émissaire. Vous savez, les politiques français, ils sont dans une impasse dans la lutte antiterroriste et on essaie aujourd'hui de trouver tous les moyens, y compris de dire que l'Algérie a le devoir de nous aider et qu'on souhaite une coopération. L'histoire de l'immigration clandestine a toujours, si vous voulez, ça a toujours été, l'immigration clandestine, ça a toujours existé depuis des années. Et la France, en accueillant des centaines de milliers de réfugiés syriens, s'est permis le luxe de prendre un risque. Et ce risque, il est là. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'avec aujourd'hui, on va coller l'étiquette
aux Algériens en disant, ben, écoutez, nous, on va surveiller vos clandestins, sinon vous allez nous aider. Mais je trouve personnellement que c'est une attitude qui n'est pas cohérente des politiques français. Et expulser 155 ou 200 Algériens de la Belgique, ce chiffre me paraît assez irréel parce que, enfin, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens. Le chiffre est confirmé et les Belges estiment que ce n'est pas assez. Ils estiment que l'Algérie n'a pas suffisamment collaboré. Alors, ce qui est malheureux, peut-être que le chiffre est confirmé, mais ce qui est malheureux, c'est quand on voit l'ambassadeur de l'Algérie qui est tombé dans le jeu de ces manipulations de cette politique des autorités belges en se justifiant, l'ambassadeur algérien qui a dit que nous sommes en train de coopérer et que la preuve que cet Algérien qui a fait cet acte a même blessé un agent de la police nationale française, de la police belge, qui était cette femme-là qui était elle-même d'origine algérienne. Donc je pense que la manière dont l'ambassadeur algérien s'est justifié, à mon sens, c'est une erreur. Et je pense que non, je pense que la France s'est toujours initiée dans les relations, si vous voulez, dans les prises de décision algériennes, à tel point qu'on a dit ces dernières années que les relations algéro-françaises sont devenues des relations de type incestueuse. C'est des relations d'allégeance où finalement, aujourd'hui, on demande, c'est le président François Hollande, et parce que alors, il demande au président Bouteflika, en sachant qu'il a au Quai d'Orsay, comment il s'appelle, le ministre français Ayrault, qui lui-même, monsieur Ayrault, était ancien Premier ministre et qui a déjà rencontré le président algérien dans un état de santé qu'on connaît tous et qui a dit que, bon, bref. Donc aujourd'hui, le président français ne peut pas demander au président algérien de dire que nous souhaitons une collaboration, mais je pense que c'est incohérent et je pense on essaie de chercher un bouc émissaire à travers cette histoire, cette guerre que la France mène et que l'Europe mène contre le terrorisme. Merci avec nous, Yassine Mahibey. Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Hassan Moussi. Oui, bonjour Jamal, bonjour à M. Mahibey et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et à Mohamed Zegzeg qui est en Algérie, qui est avec nous aussi. Bonjour à lui, bonjour Mohamed. Il est où là, Jamal? De quel coin là? Il est de Ain Salah et il est lui et son épouse des militants très connus dans la lutte anti-gaz de schiste. Formidable, il va nous envoyer quelques degrés de plus de chaleur, bien que ici au Canada aujourd'hui nous sommes à 33 degrés. Vous êtes vernis, parce que les gens de Ain Salah, non seulement il fait très chaud, c'est aux environs de 50 à l'ombre, mais en plus les populations les plus défavorisées n'ont même pas de climatiseur et ils sont en train de souffrir le martyre. Hassan Moussi, vous au Canada, vous êtes économiste, mais vous présidez un mouvement des flux migratoires vers le Canada. Je présume que vous, le Canada est trop loin, vous n'avez pas ce problème de Haraga, mais vous n'êtes pas sans savoir que le problème des Haraga est en train de prendre une ampleur absolument tragique. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il se trouve dans les morgues espagnoles un nombre, je ne veux pas dire le nombre puisque je n'ai pas de preuves, mais un nombre absolument hallucinant d'Algériens qui ont perdu la vie en pleine mer, qui sont dans les morgues. Et les Espagnols ont demandé aux Algériens de venir, c'est des Algériens qui ont été identifiés, de venir récupérer ces dépouilles mortelles, sinon elles seraient obligées de les incinérer, pour vous dire. Hein. Mais sinon, donc, voilà, un pays qui n'arrive même pas à garder sa population chez lui, où le plus grand rêve de la jeunesse algérienne aujourd'hui est de partir ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà un pays à qui on demande de participer, de coopérer à la lutte antiterroriste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Jamal, vous l'avez si bien dit. Donc, bien que l'immigration, notamment au cours de ces 2-3 dernières années, la ruée vers l'horreur, je dis bien, pas vers l'or, parce que moi je dirais vers l'horreur de tous ces gens qui venaient un peu du Moyen-Orient,
notamment de Syrie, du Liban, je dirais d'Irak, etc. Ce sont ceux-là, grosso modo, le taux le plus important au cours de ces 2-3 dernières années. Mais figurez-vous, là, avec les statistiques que nous voyons, là, les petites analyses, les petites projections que nous faisons, et l'état sécuritaire, notamment, qui règne et qui régnera dans la région d'Afrique du Nord, je pense que les plus grands flux migratoires que nous aurons à enregistrer à partir du début 2017, mi-2017, ça sera ce qui viendrait un petit peu d'abord d'Algérie, de Tunisie et probablement du Maroc. C'est légitime. Là, nous vivons des moments difficiles. L'Algérie s'oriente droit vers le mur avec tout ce qu'elle vit, avec tout le malheur que nous vivons. Mais justement, Hassan Moussi, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que les politiciens français ne se rendent pas compte que leur soutien aveugle, inconditionnel, à un régime prédateur qui est en train de mener le pays à une catastrophe annoncée, il n'y a plus de doute, nous allons au mur. Et comme l'a dit déjà un de mes invités, c'est le mur maintenant qui vient à nous. Est-ce que ces politiciens français ne sont pas suffisamment lucides pour comprendre que leur soutien à un tel régime va provoquer un flux migratoire inédit, jamais vu, que si jamais ça se passe mal en Algérie, beaucoup de gens vont affluer tout naturellement vers la France, tout particulièrement. Jamal, vous savez, je crois que M. Mahibahi a dit quelque chose. Je crois que je suis un petit peu à l'opposé de ce qu'il a dit par rapport au fait que ce soit normal. Moi, je pense que depuis les dernières attaques, aussi bien en France qu'en Belgique ou ailleurs en Europe, notamment en France et Belgique, il y a un véritable plan vigie terroriste, je dirais, ou je dirais même vigie pirato-algérien, notamment, aussi bien en France qu'en Belgique, qu'ailleurs dans certains pays d'Europe. L'Europe a peur de cette immigration mal formée et entre guillemets mal éduquée, qui s'efforcera certainement d'arriver au cœur de l'Europe, coûte que coûte, qui viendrait notamment d'Algérie avec ce que nous vivons là. Moi, je pense qu'il y a autre chose dans cette glorification, entre guillemets, lancée par M. Hollande en direction de l'Algérie. Je pense que c'est beaucoup plus cette France, ce M. Hollande, qui cherche à tâter le pouls de cette Algérie en pleine crise, sachant que c'est un pays, donc l'Algérie se cherche aujourd'hui, puisqu'affolée par ce qu'elle vit sur tous les plans, et sachant que ce pays, donc l'Algérie, va certainement s'ouvrir aux investisseurs étrangers, ça c'est plus que nécessaire. La France a donc choisi ce créneau de soi-disant consulter l'Algérie par rapport au terrorisme, comment aller la main dans la main, faire les choses ensemble dans ce cadre, pour juste étudier la possibilité de son retour en force dans la scène algérienne. Et par là même assurer un peu la sécurité de son pays en prévision de cette ruée vers la France de tous ces Algériens-là. Donc ils vont mettre le haut là, ils vont essayer de voir comment parer à cela et comment revenir. Donc, je vais revenir à vous dans un moment, Hassan Moussi, pour vous demander de nous parler, vous êtes économiste, de nous parler de ce que vous voyez, vous, en matière économique en Algérie. Mohamed Zegzeg, merci d'être avec nous. عليكم السلام واش راك سي وعليكم السلام اهلا بك سي محمد لاباس يبارك فيك الحمد لله الحمد لله alors Mohamed Zegzeg d'abord essayez de nous donner des nouvelles de la population de Ain Salah dont on sait qu'elle est en train de traverser une canicule absolument c'est très pénible, qu'elle est dans une situation vraiment catastrophique, la pauvreté, la misère, la chaleur, le délaissement, la négligence des autorités. C'est une population qui nourrit l'Algérie entière, dont le sous-sol sert à nourrir, à entretenir le pays tout entier depuis plus d'un demi-siècle et qui est complètement oubliée, complètement. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. السلام على مشاهدين المغاربية. أهلا بك. بالنسبة للسكان عين صالح كما تعرف فإن في مرحلة الصيف هذا حرارة كبيرة تفوق 60 درجة
والناس راهم يعانوا من نقص المياه، يعانوا في جميع البلاد مهمولة الله الغالب. ولكن محمد زقزق، فأنا حبيت نفهم حاجة كما أغلبية الجزائريين. الناس تاع الصحراء ناس طيبين بزاف وبارك الله فيهم على كل حال، معروفين يعني بالطيبة نتاعهم وبالكرم نتاعهم، وناس طيبين تاع سلميين، بصح لهذه الدرجة يا صاحبي، لهالدرجة يقبلوا إهانة كيما هك؟ يعني ما عندهم لا طريق تصلح، لا ليسي، لا سبيطار، لا حالة، لا حتى مبرد مكيف. علاه يعني؟ احنا اللي يهمنا ضوء. كانت عندنا خاصة بالنسبة للكهرباء، كانت مدعمة في الصيف، كانوا دايرين تدعيم 50%. هذا العام كي زادت الحرارة قلعوا لنا التدعيم. قلعوا التدعيم تاع الكهرباء تسمى تاع الكهرباء. الناس راهي اللي يجيه الفاتورة تاع التريسيتي يحيط واش يدير، دونك يوكل ولادو يخلص تريسيتي. هذا الشيء اللي راهم يطالبوا به الناس. اما الحوايج الاخرى هذا باش يعيشوا، باش يفوتوا هذه المرحله القاسيه اللي راهم فيها. اما النواحي الاخرى هذيك راهي مهموله، والناس باش نقول لك يصبروا، لكن كاين حد للصبر. لابد هذا واش احنا بين السلطات نتوعنا ينتبهوا، لانه تعيا تصبر، ولكن كاين حد وين الامور تخرج على النطاق. واش خمم محمد زقزق يعني في الطلب تاع الرئيس الفرنسي اللي يتمنى ويطلب من الرئيس الجزائري انه يشارك معاه في الكفاح ضد الارهاب؟ احنا هذه بشاره، انه احنا الشيء اللي نعرفوا باللي الجزائر راهي تتعامل مع الحكومه الفرنسيه في مكافحه الارهاب. اذا كان صح هذا الطلب نتاع الرئيس الفرنسي يطلب من الحكومه الجزائريه، من السلطات الجزائريه باش يعاونوا في مكافحه الارهاب. انا نظن مكافحه الارهاب اول حاجه تجي هي مكافحه اسباب الارهاب. اسباب الارهاب هي اللي رانا اسباب الارهاب، راهي تدي لنا في خيراتنا. راك نتكلموا على عين صالح، الخيرات نتاع عين صالح ونتاع عتوات، الاضرار، تيميمون، كل الخيرات نتاعهم راهي تمشي من عندنا ب 65%، كونترات 65% يدوها. ومن بعد يقول لك علاه يجينا الارهاب من الارهاب. راهي فرنسا هي اللي راهي دير لنا في الارهاب في الجزائر. ربما انا نقول باللي الجزائر ربما ما تعاونش مع فرنسا من جهه ليبيا، لانه بالك غاضهم الحشود اللي راهي دارتها الجزائر، امنت الحدود الشرقيه نتاعها، وربما طالبين باش تدخل في ليبيا. والحكومه الجزائريه مشكوره على ذلك، انها الى حد الان ما تدخلوش في ليبيا. ولكن السبب تاع الارهاب راه جاي من عند فرنسا، هي اللي راهي تدي لنا في الخيرات نتوعنا وحنا نشوف. معليش قعد معنا سي محمد زقزق. ياسين محي باهي. Yacine Mahibahi. Oui, je vous entends. Alors, la situation, vous savez que, à force d'en parler, vous savez que, moi je l'ai déjà dit une fois, on dit que on dit que trop d'impôts tue l'impôt. Mais on dit aussi que dans le même truc, trop de scandales tue le scandale, ou tue l'intérêt pour le scandale, trop de turpitude tue l'indignation contre les turpitudes. Et là, en l'occurrence, en Algérie, c'est tellement catastrophique, ça atteint de telle profondeur, une telle calamité, qu'on en arrive à ne plus trouver ces mots pour essayer de décrire la situation. Et puis les gens de l'autre côté
dans leur salon, là, qui sont en train de nous regarder, ils sont en train de dire, oh là là, mais pourquoi ils ne changeraient pas de discours? On en a marre d'écouter la même rengaine, là, cette sinistrose. À votre avis, on va aller où comme ça avec cette situation? Est-ce qu'il n'y aura pas une fin quelque part? Sûrement, bien sûr, il y a toujours un dénouement à une situation compliquée. En ce moment, vous savez, il y a un sentiment de banalisation de la situation qui est catastrophique. Et ça, les gens, je pense que voilà, il faut être conscient que la situation économique et sociale, surtout économique, je pense que les experts ont dit que l'Algérie, dans 5-6 ans, fera partie des pays qui feront faillite et qui seront en difficulté extrême sur un point économique. Mais tellement il y a cette banalisation et tellement le régime, si vous voulez, il a corrompu une certaine couche de la société avec l'achat de la paix sociale et qu'il y a une espèce d'un syndrome de Stockholm qui s'est installé dans la société algérienne. Du coup, on ne veut pas entendre parler parce que je pense que les Algériens ont peur de la réalité, mais la réalité, elle est là. Et donc, parce que tout simplement, je prends à titre d'exemple, mais très très simple. Vous êtes une chaîne de télévision qui parle beaucoup des problèmes de l'Algérie. Vous êtes les seuls, Al-Magharibia est les seuls, et c'est la seule chaîne, qu'on puisse être d'accord ou pas, mais c'est la seule chaîne qui permet de tels débats sur la situation économique et qui pousse les gens à être conscients de la situation. Quand vous voyez les autres organes de presse, des médias, de tout le système audiovisuel, nous ne sommes pas à cette situation. Et ça, c'est une volonté du régime, des pouvoirs publics, pour dire finalement, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Or, la réalité, elle n'est pas là. Je reviens juste à ce que disait votre invité de Ain Saleh. Je le remercie d'ailleurs de participer à cette émission. Là, par rapport à la coopération algéro-française en matière de lutte antiterroriste. Il ne faut pas oublier que quand même l'Algérie a ouvert le ciel algérien à l'armée française pour aller combattre au Mali sans qu'il y ait un débat au Parlement, sans qu'il y ait un débat comme dans tous les pays qui se respectent pour dire qu'est-ce que vous en pensez, pour demander l'avis du peuple. Le gouvernement algérien n'a pas demandé l'avis du peuple, il a ouvert le ciel algérien à l'armée française pour combattre au Mali. Donc l'Algérie a déjà, je pense, contribué à la lutte antiterroriste, entre guillemets, pour faire plaisir, bien entendu, aux politiques français, parce qu'à l'époque, ils étaient en train d'envahir la Libye. Donc, ce discours que le président Hollande, soi-disant, ce message adresse au président Bouteflika, je pense que ça n'a aucun sens, c'est pour moi un non-événement. Ce qui, par contre, grave, et ce qui m'interpelle, moi, c'est cet article ou si vous voulez, cette affaire de la gendarmerie nationale et qui dit que la situation sociale est inquiétante. Effectivement, la situation sociale est inquiétante et que l'Algérie se bat à l'intérieur sur tous les fronts, sur le plan sécuritaire. Ces jours-ci, je pense que les Algériens ont été choqués par ces phénomènes de rapt et d'assassinat d'enfants. Donc, il y a un climat d'insécurité urbaine impressionnant. Vous avez une situation économique délétère. Vous avez un système de santé pratiquement à l'agonie. Vous avez, enfin, tout ne va pas bien. Et on fait semblant de dire non, mais tout va bien, nous gérons, alors que non, le gouvernement ne gère plus rien du tout. C'est une fuite à l'avant. Et malheureusement, il pousse, si vous voulez, la société à ce phénomène de banalisation. Donc voilà pourquoi je pense que les Algériens sont dans cet état d'esprit. Yassine Mahibay, expliquez-moi une chose. J'ai posé cette question 1001 fois et je la reposerai 1001 fois. Au moment où nous sommes en ce moment, où tout le monde est en train de tirer la sonnette d'alarme, jusqu'à la gendarmerie nationale. D'habitude, une fois par an, la gendarmerie nationale communique, elle donne des chiffres, mais elle ne fait pas de commentaires. Or, cette fois-ci, elle apporte des commentaires et le ton du rapport est particulièrement alarmant, où on comprend que ça se passe très mal, que la catastrophe est imminente et que l'explosion est peut-être pour demain. Or, je comprendrais à la limite que
citoyen lambda qui est tout content d'avoir son logement, d'avoir son petit véhicule, d'avoir un peu d'argent, de pouvoir aller à grande surface, acheter des trucs avec un chariot, comme ça se passe là-bas. Je comprends à la limite qu'il puisse être acheté, anesthésié. Mais où est-ce qu'elle est l'intelligentsia? Où est-ce qu'ils sont les intellectuels? Où est-ce qu'elle est l'université algérienne? Où est-ce qu'ils sont les politiciens algériens de l'opposition qui ne réagissent même pas quand la propre gendarmerie du propre régime tire la sonnette d'alarme, quand la Banque mondiale tire la sonnette d'alarme, quand le FMI tire la sonnette d'alarme? Ils sont où ces gens? Alors, avant de parler, je pense, ma réponse que je vais essayer de donner, puisque vous avez posé cette question plusieurs fois, et je ne sais pas si vous avez été convaincu par certaines personnes qui vous ont donné des réponses, mais en tout cas, ma réponse à moi, c'est que c'est pas le rôle, pour moi, le véritable rôle revient aux politiques. Or, en Algérie, l'opposition, elle a été désintégrée par le régime. En vérité, l'opposition a joué le jeu du régime. Et donc, finalement, elle n'a aucune crédibilité. Elle n'est même pas arrivée à se structurer parce que quand il y a une situation comme ça, le véritable rôle, c'est les politiques. Alors, bien sûr, au sein des politiques, il y a toujours cette intelligentsia ou cette matière grise ou ces intellectuels, en tout cas, avec un courant idéologique opposant aux pratiques du pouvoir en place ou du régime. Mais malheureusement, le climat politique algérien, il est très mauvais parce que l'opposition n'arrive pas à se structurer. L'opposition a essayé par des réunions, par-ci par-là, il y a eu des volontés, mais elle n'arrive pas. Et je pense qu'au sein même de l'opposition, il y a une volonté délibérée de jouer le jeu du système. Et finalement, cette opposition ou ces gens, ou si vous voulez, cette ossature politique qui devait avoir, qui aurait pu avoir un rôle très important dans la vie en Algérie, cette ossature politique, elle a été complètement désintégrée par le régime. Et donc l'intelligentsia, finalement, n'arrive pas aussi à se réunir, puisque finalement, à Alger, en tout cas en Algérie, il n'y a plus d'activité politique, il n'y a plus rien. Et si vous voulez, la seule chose qui va peut-être, je dirais, faire réveiller un peu la société civile, malheureusement, c'est le contexte économique. C'est la seule chose qui reste pour que demain... Oui. L'université est un espace d'expression. Du moins, elle est censée être un véritable espace d'expression. Et les universitaires, ils ne sont pas comme monsieur Lambda, le kidam du coin. Ils savent tous, ou presque tous, ce sont des initiés, ils savent que le pays va au mur et que leurs propres enfants seront menacés. Qu'est-ce qui les empêche de s'exprimer, les universitaires? Malheureusement, Jamel dit, quand vous avez certains universitaires qui sont emprisonnés en ce moment pour des délits, mais alors de liberté de l'expression, pour un non-respect, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont, je connais, il y a des journalistes, je pense que vous connaissez mieux que moi, des journalistes, des militants qui sont injustement incarcérés dans les prisons. Quand vous avez un État policier qui, comment dirais-je, qui matraque celui qui parle, celui qui sort, ces universitaires, finalement, ils sont aussi, si vous voulez, il n'y a plus cette maturité d'antan. Avant, les universitaires, parce que justement, les universitaires avaient cet espace de pouvoir parler au sein de certaines organisations estudiantines. Et puis, il y a eu... Mais aujourd'hui, vous avez un État policier qui réprime tout individu ou toute personne voulant s'exprimer alors que la Constitution est là pour soi-disant défendre la liberté d'expression, alors que vous avez un régime qui fait tout pour étouffer ces mouvements associatifs. Et donc l'étudiant, finalement, l'universitaire, il cherche une seule chose, c'est comment il pourrait partir de ce pays, comment fuir ce pays. Alors soit il va rentrer dans le jeu du régime, ça veut dire qu'on va lui dire, bon, finalement, tu es universitaire, mais ça sert à rien du tout de faire des études, tu vas devenir... comme certains gens du régime, faire de la corruption, gagner de l'argent facilement et rentrer dans le système, c'est comme ça. Soit tu vas être un rebelle et soit tu vas quitter le pays ou voilà. Restez avec nous, Yassine Mahibaï, et je confirme que surtout à ceux qui sont en train de monter sur le grand chevaux pour dire non, régime policier interdit l'expression, c'est pas vrai. Je rappelle que ce régime a réprimé, y compris un général, le général Ben Hadid, qui s'est exprimé sur la réalité du régime. Il a été mis en prison.
Hassan Moussi. Hassan Moussi. Oui, alors oui. J'aimerais que vous nous fassiez un petit diagnostic économique. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces sonnettes d'alarme qui sont en train de retentir un peu partout? Oui, effectivement. Vous avez bien dit sonnette d'alarme, Jamal. Encore une fois, je crois que vous avez mis un petit peu le doigt sur... Vous vous demandez où sont les intellectuels, où sont les spécialistes. Et je pense que notre ami Mahi Bahi a répondu. Le pouvoir a de tout temps fait pour les désintégrer, pour les diviser, pour éviter qu'ils communiquent, qu'ils se parlent entre eux. Jamal Khouya, beaucoup de nos spécialistes s'entendent aujourd'hui à dire que majoritairement, ceux qui sont à la tête de nos institutions sont tous orientés vers la construction de l'échec, qu'on le veuille ou non. Il faut dire que ces spécialistes-là, je dirais, en sonné le glas, puisque vous parlez de sonnettes, de sonneries un peu partout en Algérie, ils ont plusieurs fois donc tiré la sonnette, sonné le glas pour dire combien nos politiques sécuritaires, économiques et sociales sont totalement à côté de la plaque, pour dire que notre régime est archaïque, est obsolète, pour dire qu'il est urgent d'impliquer les forces vives, justement, à celles que vous faites allusion, les forces vives de la nation, dans tout ce qui conditionne l'avenir du pays, pour dire attention au piège du pétrole, ce pétrole qui nous a rendus les plus grands misérables du monde. Nos spécialistes n'ont pas attendu à Jamal la Banque mondiale ou le FMI, ou encore les rapports accablants je dirais moi, des Américains pour tirer la sonnette d'alarme. Et voilà qu'aujourd'hui, le jour J est arrivé, la Banque mondiale et le FMI, bâton à la main, viendront donc nous montrer comment fonctionner à l'avenir, comme des petits-enfants dans une école où ils viendront donc nous imposer une stratégie qui fera encore très mal pendant je dirais moi, plusieurs années à venir. Et malheureusement, ce serait toujours ces couches les plus vulnérables de la population qui seraient touchées. Cette Banque mondiale à Jamal, qui est quand même un des organismes spécialisés de l'ONU, c'est une institution qui est neutre, qui n'a aucun intérêt à forcer ou à politiser les analyses ou les résultats économiques de tel ou tel pays. Elle compte bien ses sous, elle s'efforce de les placer là où ils seraient entre de bonnes mains, pour répondre, si vous voulez, aux soucis de remboursabilité dans les délais et conditionnalités préapprouvés entre elle et son client. Et puis, il faut qu'elle soit certaine que leur utilisation par le client se fera de manière à atténuer les effets, je dirais, les effets de la crise, et à permettre la mise en place des réformes allant dans le sens d'une relance économique. Le rapport qu'elle a élaboré à Jamal sur la situation en Algérie, il ne souffre d'aucune ambiguïté. Il tient compte de tous les paramètres socio-économiques de l'Algérie. Si la Banque mondiale a parlé de réserves de change qui se chiffraient à 194 milliards de dollars en 2013 et qui vont chuter prévisionnellement jusqu'à ce plancher inquiétant de 60 milliards de dollars en 2018, ce n'est pas pour alarmer le peuple algérien, ou encore dans son intention je dirais moi, de contredire le gouvernement Sellal, qui est resté optimiste jusque-là, mais c'est tout simplement parce qu'elle sait que l'Algérie finira par frapper à sa porte, c'est parce qu'elle sait que le rendez-vous est imminent, et c'est parce qu'aussi, c'est son rôle d'informer et de demeurer constamment, si vous voulez, un acteur économique et financier crédible à travers le monde. Tout au long, à Jamal, si je continue un peu, tout au long de ces 10, je dirais moi, dernières années, la rente pétrolière a affolé le pouvoir algérien, qui ne faisait que s'abreuvoir à qui mieux, pas plus. Comme elle a mis... Allô, Jamal? Oui, on vous écoute. Oui, donc elle a affolé notre pouvoir. نساتو في كلش يخمم برك كيفاش منين يشرب فيها كيفاش يشربها كيفاش يعمر جويبو ويزيد يعمر comme elle a mis tout voilà encore le comble, c'est qu'elle a mis tout le peuple algérien en récréation forcée. Mais Hassan Moussi, et maintenant, nous allons continuer à assister au massacre, à attendre gentiment que la dalle nous tombe sur la tête, attendre gentiment de nous retrouver dehors, dispersés aux quatre vents, avec nos enfants qui seront peut-être dans une situation sécuritaire. On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Tout peut se passer. La Syrie n'a jamais pensé arriver
là où ils sont aujourd'hui, ni la Libye, ni le Yémen. Et encore que dans notre cas, ça va venir après 2 décennies de fausse prospérité, une prospérité très très illusoire, et la bulle va crever comme une bulle au soleil. On va rester comme ça, attendre? On va rester comme ça? Le problème, encore une fois, le problème, c'est que ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui ont tous les moyens de leur politique. Ils ont réuni toutes les conditions pour créer une anarchie. Cette anarchie conjuguée, si vous voulez, à des discours mensongers et cacophoniques, ont permis de miner, si vous voulez, et de fragiliser tout ce qui est debout et qui se porte bien, et de promouvoir rien que ils font la promotion et le renforcement de l'échec, tout en le maquillant en victoire. Nos dirigeants ont réussi, malheureusement, à Jamal, à donner ce que j'appelle moi un sens au chaos. Ils ont donné un sens au chaos, et je dis bien un sens au chaos, sous les applaudissements d'une certaine partie du peuple qui a servi d'alibi. Tout ce qu'ils avaient entrepris et réalisé s'est fait à l'opposé de la logique et du bon sens. Ils ont réussi à renverser l'échelle des valeurs, à faire fuir les meilleurs cadres vers l'étranger, à ouvrir le pays à la grande corruption et à amener le peuple à Jamal à la baguette et au ridicule. Et donc il est aujourd'hui... Hassan Moussi, en moins d'une minute. Hassan Moussi, en moins d'une minute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Hassan Moussi? Oui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument faire sans ces gens-là. Il faut maintenant il faut aller vers la désobéissance politique. Il faut que l'opposition aille vers la désobéissance politique. Il faut absolument qu'elle coupe le cordon ombilical qui la lie avec ce pouvoir-là. Il faudrait qu'elle fasse son travail, cette opposition-là. Il faudrait qu'elle arrive à dégager un groupe qui aille parler avec ce peuple-là, qui aille expliquer, dire le discours de la vérité au peuple. Mais il faut absolument couper totalement avec parce qu'on est maintenant dans une zone où c'est fini, c'est le mur, c'est la catastrophe. C'est les clés sous le paillasson, toute l'Algérie va s'écrouler. Donc l'opposition a une part de responsabilité. Sinon, ça va être l'écroulement, ça va être le grand boom, et c'est la catastrophe, c'est la guerre civile. Voilà où est-ce qu'on va. Merci Hassan Moussi. Mohamed Zegzeg, كلمة الأخرى ترجع لك على حسابك، يعني واش لازمنا نديروا باش نسلكوا البلاد من الكارثة اللي راهي فوق راسها؟ ايوا واش نقول لك، المسلم احنا رانا مسلمين، والمسلم وقت ضايق عليه يرجع لمولانا سبحانه وتعالى. احنا رانا في واحد مرحلة خطيرة. البلاد اللي تعتمد فوق 90% على المحروقات، كل الصادرات من المحروقات، الواردات من المحروقات، كي هبطت المحروقات واش نقول لك، رجعوا لمولانا سبحانه وتعالى. ولكن المسلم يرجع لمولانا ان شاء الله، ربي ما يخيبنا. ولكن محمد زقزق سامحني، ولو انا ما نحسنش مليح اللغة العربية، ولكن يقول سبحانه، يقول لك والله ما نكذب عليك، يعني يقول إن ما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أكبر. أنا نظن باللي أنا أقول لك الرجوع إلى الله، مش بسميته الرجوع لمولانا سبحانه وتعالى. كل واحد منا المصلحين، هذه البلاد فيها ناس مصلحين، فيها ناس ما اخطأوا، يرجعوا لمولانا سبحانه وتعالى. الناس كل تضرع لمولانا سبحانه وتعالى، ترفع ايديها وربي سبحانه وتعالى. من فمك الربي سي محمد زقزق، من فمك الربي ان شاء الله. وما كانش ناس طيبين وناس ملاح كما ناس الصحراء، ان شاء الله حتى هما ينفضوا رواحهم ويوقفوا مع بلادهم. وثاني الواحد كيقعد طيب فوق اللازم، لربما ما عندوش الحق انه يكون طيب للدرجه وين يخلي الجلاد نتاعو يضربه ويفسد له حياته ويفسد حياه اولاده. الله يخليه ان شاء الله. انا قلت لك الصبر عنده حد. صح. يا يصبروا، لكن الصبر عنده حدود. ولكن احنا نتمناو ان شاء الله، نتمناو في مولانا سبحانه وتعالى ربي ما يخيبنا،
هذه البلاد هذه ماتوا عليها ناس وطاحت عليها ناس. ان شاء الله يجي جيل، يخرج جيل اللي فيه الخير وينقذ هذه البلاد وتنقذ ان شاء الله. امين رب العالمين. من فمك الربي محمد زقزق، شكرا لك، بارك الله فيك، سلم لنا بزاف على الزوجه الكريمه وعلى الاولاد تاعك. شكرا حسن موسي، شكرا Yacine Mahibahi, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous souhaitons tout le bien à ce pauvre, ce malheureux, ce cher pays qui est en train de tellement souffrir. بقوا على خير بالسلامه.